Alors, donc ce soir, nous allons voir l'épineux sujet des crises de colère. Alors, pourquoi je voulais faire une conférence sur ce sujet? Eh bien, parce qu'en consultation, ça revient souvent. J'ai souvent des parents qui sont démunis face à ce comportement des enfants. Et donc, je me suis dit, bah, peut-être on va faire une petite conférence pour aider aussi d'autres parents et voir, vous donner des pistes, hein, des pistes de réflexion et des outils. Alors, avant tout, le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est la première chose que c'est pas une fatalité, qu'il n'y a pas d'enfant colérique, ce n'est pas un trait de caractère. Et nous verrons que c'est le haut de l'iceberg et donc qu'il y a d'autres causes plus profondes. Et quand on apaise ces causes-là, bah, du coup, ça se passe mieux et donc l'enfant n'est pas colérique. Et surtout vous aider à déculpabiliser car vous verrez que l'enfant est une personne à part entière et a sa manière aussi d'interpréter les choses. Alors on va commencer directement par un cas concret pour illustrer mes propos sur le fait que c'est pas une fatalité. Après je me présenterai brièvement pour que vous compreniez ma manière de regarder et de travailler parce que ça va vous permettre de comprendre après toutes les causes moi que je vais trouver sur la crise de colère. Donc nous verrons les causes en détail et puis bah, après les clés pour apaiser durablement les crises de colère et aussi quoi faire pendant la crise. Et après nous aurons un temps de questions-réponses où là vous pourrez poser toutes vos questions. Donc si vous avez des questions qui vous viennent en cours, n'hésitez pas à l'écrire et vous les écrirez après dans le chat pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Alors, je voulais vous parler de Lulu. Alors, Lulu, c'est un petit nom que j'ai donné aux enfants pour ne pas utiliser leur vrai nom. Voilà, Lulu qui a 6 ans, donc que j'ai accompagné il y a ça quelques mois. Et sa maman me dit, bah voilà, Lulu, il fait des crises de colère qui durent 1 heure. Il hurle, il tape, il devient incontrôlable et il envoie tout balader. Et essentiellement avec sa mère, donc il vit en garde alternée. Et c'est surtout chez sa mère que ça se passe. Il y a eu aussi chez son père, mais là c'est dès qu'il arrive chez sa mère. Et donc après une première séance, sa maman me dit, eh ben, le week-end s'est très bien déroulé. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de colère, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs semaines, et aucune colère la semaine précédente. Et après la deuxième séance, elle me dit, eh bien, il n'y a plus de grosses crises de colère, et puis il est plus autonome. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible, que ça peut changer, et que voilà, c'est passager et qu'on peut vraiment aider ses enfants. Alors pour me présenter, je m'appelle Estelle, je suis thérapeute énergétique et psychocorporelle et je pourrais dire qu'en fait je suis une chasseuse de nuages émotionnels. Alors je vais vous expliquer ça. Pour vous expliquer mon métier qui peut paraître un peu perché, particulier, atypique, je vais utiliser des images. Imaginez que vous soyez un enfant ou un adulte et que vous avez l'impression d'être dans le brouillard, comme s'il y a un nuage autour de vous dans lequel il y a de l'angoisse, de la colère, un trop-plein d'émotions. Bref, vous sentez que vous n'êtes pas bien dans vos baskets. Eh bien, mon métier va consister à dissoudre, dissiper ce nuage pour vous permettre de vivre plus de légèreté, plus de sérénité, des relations plus apaisées, de vous sentir à votre place et pleinement épanoui. Alors pour ça, à la base, je suis docteur en pharmacie et maman d'un garçon hypersensible, précoce, de 12 ans et demi maintenant. Et en fait, pendant 30 ans, presque 30 ans, je me suis formée à différentes thérapies, psychothérapie, méditation et enseignement spirituel. Et il y a 5 ans, j'ai choisi d'arrêter mon métier de pharmacienne pour mettre ces années de pratique au service des autres. Et tout mon parcours a été aussi vraiment de faire de mon hypersensibilité un outil de guidance et de soins au niveau subtil. Donc je vais vous expliquer comment je fais pour dissiper ce nuage. Mais en fait, on a tous une part visible, celle qu'on va montrer aux autres, et une part invisible, cette part inconsciente, plus subtile. Et donc, ces années de pratique, en fait, m'ont donné la capacité
à me connecter à cette part subtile. Comme un ordinateur se connecte au Wi-Fi pour avoir accès aux données d'Internet, eh bien je me connecte à cette part subtile dans laquelle on va trouver les blessures, mais aussi les mémoires, les conditionnements, les croyances, tout ce qui nous limite. Et le soin énergétique va venir dissoudre ces nœuds émotionnels, ces formes pensées, ces croyances aussi, pour permettre dans le visible d'être plus en paix avec soi et avec les autres. Alors ce savoir-faire, je le mets essentiellement au service des enfants et des femmes qui ont pour point commun d'être en prise aux émotions débordantes, donc souvent les hypersensibles, et qui aussi ont besoin de reconnaître et d'exprimer leur plein potentiel. Donc je parle de l'hypersensibilité parce que ça a été mon parcours, ça a été celui de mon fils, et dans ce que je vois, souvent les crises de colère, c'est le propre des enfants très sensibles, sans forcément les mettre dans la case hypersensible. Mais voilà, on retrouve ça chez eux. Alors bonne soirée Brigitte, désolée que tu n'aies pas la bonne connexion. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous illustrer ça en images. Alors, hop, si on reprend notre petit Lulu. Voilà. Je voulais vous montrer donc ce que j'expliquais, que l'enfant est comme, a cette impression d'être comme dans un nuage. Donc moi, c'est ce que je peux percevoir quelque part, hein. C'est une manière de l'imager. Et petit à petit, le soin va venir dissoudre ses pensées qu'il a sur lui, donc négatives, et ses émotions, pour qu'il puisse se sentir vraiment à sa place. Et donc je vous montre ça, c'est une façon schématique en fait d'exprimer les choses. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est pour que vous puissiez bien comprendre les causes dans ma manière de le voir des crises de colère, c'est de vous expliquer un peu comment est schématisée, comment est divisée cette part subtile. Donc ce que je vous montrais là, hop. Voilà, ça c'est une manière de schématiser où dans cette part invisible, subtile, on va voir la part du mental, c'est-à-dire on pourrait l'appeler le corps mental, où il y a les croyances, les interprétations, les jugements, tout ce qu'on se raconte. On peut dire que ça apparaît dans le subtil parce qu'on ne sait pas trop où elles sont les pensées, elles ne sont pas qu'à l'intérieur du cerveau, enfin voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a aussi le corps émotionnel, donc là on retrouve toutes les émotions. Il y a aussi une part des mémoires familiales ou transgénérationnelles qui peuvent impacter nos comportements, même si on ne les perçoit pas consciemment. C'est bien pour ça que je parle de part inconsciente. Et puis, il y a aussi la dimension de l'âme ou aussi une dimension énergétique. Donc moi, je m'appuie sur tous ces aspects-là de cette part invisible de nous-mêmes, de cette part inconsciente, dans le travail, dans mon accompagnement, mais aussi dans ce que je vais vous expliquer sur les causes des crises de colère, dont moi, ce que j'ai vu avec les enfants. Alors, dans ces causes, donc je vous disais, les crises de colère, c'est le haut de l'iceberg. Et donc dans ces crises, on voit qu'il peut jeter les objets, se taper, crier, hurler, taper les autres, rejeter la faute sur les autres. Je crois que vous connaissez un peu assez comment sont ces crises de colère. Et donc dans les causes, alors je ne sais pas si je vous laisse le schéma tout le temps, voilà, juste pour le montrer. Donc c'est toutes les petites, ce que vous voyez dessous. Donc une des premières causes, ça va être la tristesse. Alors, il y a toutes ces causes-là, il n'y en a pas une qui prime sur l'autre, ça dépend des enfants. Dans la tristesse, en fait, c'est souvent une blessure qu'a eu l'enfant. Il faut comprendre que la colère n'est qu'une expression, une projection de ce qu'on a à l'intérieur qu'on sort à l'extérieur. Comme les chiens qui ont peur, ils vont mordre, et nous aussi on a cette réaction-là, c'est-à-dire que quand il y a une blessure, il peut y avoir, plutôt que d'aller voir cette blessure parce que c'est trop douloureux, on va projeter sur l'autre, on va réagir fortement.
La blessure peut être une blessure de l'instant, c'est-à-dire qu'on est touché de suite, ou ça peut être une blessure ancienne qui s'exprime à ce moment-là, qui est réactivée à ce moment-là. Ça peut être aussi des peurs. Donc là, je donnais l'exemple du chien, mais chez l'enfant, c'est pareil. Quand l'enfant se sent en insécurité, il peut exprimer sa peur sous forme de crise de colère. Parce que c'est tellement insupportable, insoutenable, qu'il va l'exprimer comme il peut. Et souvent, la colère, c'est quand il contrôle plus. Et si on reprend le cas de Lulu, dans les raisons des crises de colère qu'il y avait chez lui, donc ses parents avaient divorcé il y a de ça 2 ans, mais il y avait donc la tristesse de la séparation, donc il y avait encore cette blessure qui était là, où il se sentait triste de cette séparation-là. Il y avait aussi la peur de changer à chaque fois de maison et cette peur d'être abandonné, donc qui s'exprimait essentiellement chez sa maman, parce que si la maman c'est aussi la figure de sécurité, donc c'est là où on va plus facilement exprimer ce qui s'est passé. Et donc en plus l'enfant n'a pas forcément conscience de ce qui le met mal, donc il ne peut pas forcément vous expliquer pourquoi il est en colère. Il va trouver une explication là consciente, mais dans l'inconscient, ça peut être autre chose. Donc je vous remets le schéma pour revenir dessus. Donc il y a la peur et ça peut être aussi la croyance. La croyance, c'est par exemple, toujours si on prend l'exemple de Lulu, papa m'aime pas, il est parti. Et donc dans cette croyance-là, ça veut dire que l'enfant il croit je suis pas aimable. Et ça, à chaque fois que ça va être réactivé, ça peut être source de crise de colère. J'avais le cas par exemple aussi d'une petite fille où les parents pareil étaient séparés et par amour pour son papa qui lui vivait mal la séparation, et bien rejetait sa mère et donc faisait des crises de colère en permanence avec sa mère, ne voulait pas de câlin, juste par amour pour son père. Et là, c'est un peu ce que j'ai mis comme la charge où l'enfant va prendre sur son dos toutes les problématiques des parents quelque part. Parce il aime tellement ses parents, il a tellement envie de les aider, il va se prendre pour le sauveur. Et toute cette charge-là, c'est tellement lourd que voilà, il va exprimer sa colère. Et là, c'était le cas avec cette maman. C'est pas qu'il n'aimait pas sa maman, c'était par loyauté avec son papa. Du coup, elle exprimait ça avec sa maman. Et ça, elle n'aurait pas pu forcément l'exprimer. Une des autres causes, ça peut être aussi le rôle. Alors ça se crée au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que quand l'enfant est accroché à une croyance je suis nul, ou alors par exemple on lui a dit tu es méchant, il va endosser ce rôle de je suis méchant et va toujours agir de la même façon parce qu'il a besoin de s'identifier à quelque chose et donc il va s'identifier à ce rôle je suis méchant ou je suis nul. Ça dépend sur quoi il fonde sa croyance. Et donc ça va être une manière d'être au monde, d'être en colère, de réagir. Mais si on enlève toutes ces barrières, ce n'est pas son caractère. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas d'enfant colérique. Ce que je voulais vous dire aussi sur les croyances, ça ne me revient pas, mais je reviendrai dessus si ça revient. Une autre des causes, moi, que j'ai repérées aussi, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est celle des mémoires. Il peut y avoir des enfants qui viennent avec une mémoire très prononcée, ou alors, dans un contexte, cette mémoire est réactivée. Donc ça peut être des mémoires familiales, c'est-à-dire qu'il y a la présence du grand-père ou la mémoire du grand-père qui est très présente et qui prend beaucoup de place. Mais ça peut être aussi une mémoire, si on y croit, de vie antérieure, de vie karmique. Alors moi, je vous dis ce que j'observe. Je n'ai pas la vérité. Je ne sais même pas si ça existe réellement. En tout cas, moi, c'est mon imagerie. Quand je fais les soins, c'est des images que j'ai et c'est ma manière de l'expliquer. En soi, je m'en fiche si c'est la vérité ou pas. L'important pour moi, c'est que ça bouge dans le comportement de l'enfant. Mais toujours est-il qu'il y a des choses plus subtiles qui peuvent être source de ces crises de colère, d'un comportement inadapté, parce qu'il y a une réactivation
d'une mémoire. Et quand on libère cette mémoire, ben, l'enfant va se comporter différemment. Il va plus être en prise comme ça. Une autre des causes, ça peut être le décalage énergétique. Donc moi, ce que je peux observer, c'est que des fois, l'enfant, on va dire énergétiquement, va être plus décalé, soit plus à droite, soit plus devant, soit plus derrière. S'il y a de la peur, enfin ça dépend, c'est pas, y a pas de règle par rapport à ça. Mais ce que je sens, c'est qu'il n'est pas vraiment en soi, ancré dans son corps, vraiment présent. C'est comme s'il est plus en surface. Et quand on est plus en surface, bon, on est plus sensible à tout ce qui se passe et on réagit d'autant plus. C'est comme si tout vibrait, c'est comme si son corps vibrait en fait. C'est une manière de le dire. Au lieu d'être pleinement centré à l'intérieur de lui. Il me semble que j'oublie quelque chose sur les croyances. Bon, je reviendrai dessus si ça me revient. Alors, une manière de vous schématiser ce que je viens d'exprimer, de simplifier un peu ces causes des crises de colère, ça va être de les voir sous 3 aspects. Voilà. 3 strates. Le corps, le cœur, la tête et l'âme. Alors, c'est une autre manière de les dire, mais c'est pour vous aider aussi après dans les outils qu'on va utiliser pour calmer ces colères. Dans les causes de la crise de colère, ça vous avez certainement dû repérer, surtout chez les tout petits, il peut y avoir la fatigue, le manque qu'il a soif, qu'il a faim, mais aussi l'excitation, ce que je vous expliquais quand ça vibre trop, quand il est trop en surface en fait, qu'il n'est plus assez avec lui, il est complètement dispersé, il y a eu trop de stimulation et là, pouf, tout devient plus explosif. Et ça passe plus par le corps. Pour moi, c'est plus de l'ordre du physique. Et c'est au niveau physique aussi qu'on va aider l'enfant à pouvoir mieux se poser. Ça peut être de l'insécurité, donc comme je vous disais, avec l'histoire de Lulu qui ne se sentait pas en sécurité du fait de changer de maison. Ça peut être une insécurité au niveau de l'école, quand l'enfant ne se sent pas en sécurité, c'est par exemple à l'école où il va plus avoir des comportements colériques ou réactionnels. Et ça peut être un manque d'ancrage, le fait d'être moins présent dans son corps. Donc l'autre strate, ça va être au niveau du cœur, donc les émotions. Donc ça, vous avez compris, ça va être toutes les émotions qui vont le traverser. Ça va être plus dans la sphère émotionnelle. Après, ça va être l'autre sphère, c'est celle de la tête. Donc ce que je vous expliquais par les croyances. Ah voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire par rapport aux croyances et aux interprétations. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ça que je veux vraiment vous aider à voir pour déculpabiliser par rapport au comportement de votre enfant, parce que je suis sûre que vous faites du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez. L'enfant arrive sur Terre, on va dire ça comme ça, avec ses propres bagages. Vous pouvez voir que 2 enfants sont complètement différents, que dès la naissance, en fait, il a son caractère. Il peut être très calme, comme très impulsif. Il peut réagir à des choses où l'autre ne va pas du tout réagir. C'est-à-dire que l'enfant arrive avec ses bagages, avec ses mémoires justement, avec sa sensibilité. Et avec ça, il va interpréter son monde. Et pour avoir fait des soins sur des petits, donc sur une petite fille de 7 mois qui faisait pas ses nuits, et bien déjà à 7 mois, parce que ses parents s'inquiétaient, parce que ses parents, à un moment donné, ils n'en pouvaient plus, donc des fois ils pouvaient la gronder, ils ont essayé plusieurs méthodes pour qu'elle arrive à dormir la nuit, a commencé à penser, alors qu'elle ne parlait pas, mais moi je le sentais dans ses pensées, dans sa tête, a commencé déjà à interpréter, je ne suis pas sage, mes parents m'aiment pas. Et donc pour vous dire que l'enfant, déjà, dans sa manière d'être au monde, va créer ses propres interprétations de la situation. Et vous pouvez par exemple vous mettre en colère, lui dire des choses pas forcément agréables, et que l'enfant, ça va pas le marquer plus que ça, parce qu'il trouvera ça juste à ce moment-là. Pourquoi ça va pas le marquer? Et puis dire une phrase anodine,
ou dire par exemple, faire un compliment à son frère, et ça va le marquer à vie, ça va vraiment le choquer. Pourquoi ça, vous ne pouvez pas le deviner, il va avoir sa propre manière de réagir, parce que ça va venir toucher des blessures et donc des mémoires qui sont là. Et c'est en ça donc je parlais du coup dans les causes au niveau de la tête, bah, il y a justement ces interprétations, les jugements qu'il a sur lui-même, les croyances, c'est-à-dire ces formes de pensée qu'il va croire et qui font comme des nœuds énergétiques en fait, hein, qui sont tenaces, c'est-à-dire l'image qu'on a de soi et on va fonder et réagir au monde à partir de cette croyance-là. Donc ça c'est plus au niveau de la tête. Et donc une des causes, après ce que je vous disais, que je mets moi sous la strate âme, qui est dans le plus subtil, le plus vaporeux, on pourrait dire le plus perché, qui est bah, cette dimension où pour moi l'enfant arrive aussi avec ses aspirations, et c'est aussi ça qui fait sa différence avec ceux qui vient apporter au monde sa sensibilité, et puis bah voilà, ses mémoires d'âme, ses vies d'avant, enfin voilà. Euh, donc ça c'est les causes dans moi, ce que j'observe hein, concrètement chez ces enfants. Alors je peux vous donner quelques cas concrets dans les causes. Par exemple, j'ai eu un petit Lulu donc de 3 ans qui faisait des crises fréquentes et qui n'arrivait pas à dormir et les parents n'en pouvaient plus. Et en fait, il a eu une naissance très compliquée, donc il y avait beaucoup de mémoires et de blessures et d'insécurité liées à cette naissance où il s'est retrouvé en couveuse, où il y a eu, voilà, c'était compliqué pour lui. Ce qui se passait au niveau de l'hôpital, ça a fait vraiment comme une insécurité profonde. Et du coup, c'était un enfant qui était tout le temps hyper tendu et qui ne pouvait pas se détendre totalement parce qu'il y avait toute cette mémoire qu'il a accumulée depuis sa naissance. Un autre petit Lulu de 3 ans qui lui faisait des grosses colères et qui tapait. Et ben pour lui, en fait, une des causes, c'était que son frère ressemblait à son père et lui avait plus le physique de sa mère. Et donc, du coup, il était moins bien parce que il ressemblait pas aux hommes de la famille. Et il avait toute une image négative de lui-même. Et du coup, toutes ses colères s'exprimaient contre son frère qui détestait quelque part. Enfin, en tout cas, c'était toujours sur son frère qui s'en prenait parce que bah, lui, il ressemblait à son père. Voilà. Donc vraiment, ça peut être des causes qu'on n'imagine pas. Et quand ça s'est apaisé, bah, du coup, l'enfant a une relation normale. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de colère. Ça, on a tous ces phases de colère à un moment donné. Mais ce n'est plus des crises de colère. C'est plus en permanence. Alors, voyons ensemble maintenant comment les apaiser. Je vous ai fait plein de petits PowerPoint parce que moi j'aime bien les images et que ce soit clair. Alors, dans les 3 clés pour apaiser les enfants, ben, on retrouve les 3 niveaux dont je vous parlais, le corps, le cœur, la tête. Voilà, on va vraiment partir sur ces 3 étapes pour que vous puissiez comprendre. Donc dans les 3 clés, la première, enfin une des premières, hein, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre, c'est après avoir selon les enfants, c'est de sécuriser. Quand il y a justement cette insécurité. Donc pour sécuriser l'enfant, pour moi, il y a plusieurs outils que vous allez pouvoir tester. Et là, ce que je vous propose, ces 3 clés, elles ne se font pas pendant la crise de colère ni juste après. Elles se font bien avant, quand l'enfant est calme, quand il va bien. Donc pour sécuriser l'enfant, eh bien, une des premières choses, c'est le massage. Alors quand je parle de massage, c'est vraiment de malaxer pour que l'enfant, en fait, le but de ce massage, c'est de revenir au corps, de libérer les tensions et voilà, qu'il revienne au corps, qu'il soit incarné. C'est vraiment ce que je vous expliquais quand l'enfant est plus électrique, il a besoin de revenir à lui. Et pour revenir à lui, eh bien, des fois, il faut passer par le corps. Donc le massage, c'est plutôt à faire le soir. Ça peut se faire sur le pyjama ou déshabillé, comme vous voulez, le plus simple ou en sortant du bain. L'important, c'est que vous soyez bien, c'est-à-dire que vous êtes disponible et que l'enfant ait envie. Ça peut durer 2 minutes, comme 5 minutes, comme 10 minutes. Ça, vous allez le sentir. Donc ce massage, ça peut être, on peut commencer par les pieds, ça peut être que les pieds.
faire les pieds, les jambes, les fesses, le dos, la tête, les bras ou sur le ventre, les jambes, le ventre, comme vous voulez, faire recto verso. Mais surtout, l'important, c'est de faire, voilà, de malaxer, de vraiment, c'est pas un massage tout doux. Alors après, vous adaptez selon votre enfant, mais l'idée, c'est vraiment qu'il puisse sentir le corps. Alors moi, je conseille souvent le massage des animaux, c'est-à-dire qu'on peut utiliser, on va dire, bah, je vais te faire l'éléphant, et donc l'éléphant, il marche sur l'enfant. Donc là, vous appuyez, je vais faire le serpent, et vous cherchez avec l'enfant quel animal il veut qu'on fasse. Voilà, vous jouez avec l'enfant. Mais l'idée, c'est vraiment de le ramener au corps. Ça peut être aussi, évidemment, les câlins. Donc ça, évidemment, je suppose que vous le faites. Mais je remets l'accent dessus parce que les câlins sont hyper importants. Vous le savez, ça libère des endorphines, de toutes les hormones qui peuvent aider à détendre l'enfant. Voilà, il peut y avoir vraiment des moments où on prend vraiment ce temps-là et de prendre vraiment bien l'enfant dans les bras pour le sécuriser. Donc ça aussi, c'est souvent le rôle de l'homme, du papa, qui va apporter cette sécurité. Une autre manière de sécuriser l'enfant, ça c'est souvent chez les plus petits, enfin à voir, ça va être de l'entourer, c'est-à-dire de mettre des coussins tout autour de lui, dans son lit, de le sécuriser, d'avoir comme un cocon. Mais ça peut être aussi quand justement les enfants changent de domicile ou il y a un déménagement, de voir avec lui bah, comment tu te sentirais mieux dans ta chambre, qu'est-ce qui te porterait plus de sécurité. Surtout quand les enfants ont du mal à s'endormir. C'est chercher avec lui bah, comment il se sentirait bien et de tester pour vraiment être sûr que là où il est dans sa chambre, il se sent bien. Et enfin, un autre outil pour sécuriser l'enfant, donc ça passe toujours par le corps, c'est les jeux de lutte. Donc ça aussi, c'est plus souvent avec les papas. Mais bon, ça peut se faire aussi avec la maman. Moi, mon fils, enfin, on le fait souvent ensemble parce que son papa n'aime pas ça. Donc bah, c'est avec moi que ça se fait. Alors maintenant, à 12 ans et demi, je fais plus trop parce qu'il me bat. Mais donc ça peut être comme au judo, on essaye de se faire tomber. Ça peut être sur un lit où on est accroupi. L'idée, c'est de s'amuser, c'est d'être en sécurité et c'est que l'enfant teste sa force, sente sa force, qu'il puisse vous pousser, qu'il puisse vous faire tomber. Ça peut être d'utiliser des coussins et de se pousser, que physiquement, il utilise son corps. Voilà, plus il va utiliser son corps, plus ça va libérer la peur. Et moins il y aura de peur, moins il y aura de colère. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect physique. Et de toute manière, vous allez, voilà, moi je vous donne des pistes, et puis vous allez découvrir, trouver selon votre enfance, selon votre créativité, bah, vos propres jeux en fait. Alors la deuxième clé, celle du cœur, c'est celle de rassurer. Bien sûr, je sais que vous le faites, mais c'est important de remettre l'accent dessus. Rassurer, ça va être par des mots doux. Alors les mots doux, c'est pas que quand ça va pas, c'est à chaque fois qu'on peut. À chaque fois lui dire je t'aime. À chaque fois décrire quand il fait un acte positif, de pouvoir décrire cet acte. Je vois que tu as mis la table et que les couverts sont bien alignés. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais voilà que ce soit vraiment une description, une observation du fait pour que l'enfant puisse observer qu'il a bien fait. Je vois que tu as mis tes chaussettes sales dans le panier. Merci, ça me soulage, ça me fait du bien parce que moi je peux faire autre chose. Donc en décrivant aussi ce que ça vous apporte. Parce que l'enfant a vraiment besoin de faire grandir la confiance en lui. Quand il y a un manque de confiance, plus facilement il va faire des crises de colère, plus facilement il va se sentir en insécurité. Et il a besoin qu'on le sécurise. Donc une autre manière de le rassurer, étonnamment, c'est de parler de vos émotions, de dire quand vous êtes triste, de dire quand vous êtes en colère, de dire quand vous êtes énervé, sans forcément expliquer la cause, surtout selon l'âge. Mais du coup, l'enfant, ça lui permet de se détacher. Parce que quand c'est des enfants hypersensibles, et pour moi, le propre de l'enfant, c'est d'être sensible, surtout plus ils sont petits, plus ils sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup dans le non-verbal. Ils sentent comment vous vous sentez, ils sentent si vous êtes électrique, si vous êtes énervé, si vous n'êtes pas bien. Plus vous allez le dire, plus vous allez le formuler, plus l'enfant va comprendre ce qui se passe là dans l'atmosphère et va pouvoir s'en détacher, c'est-à-dire ne pas se l'approprier.
Et puis ça peut être si vous avez un problème, c'est-à-dire qu'une difficulté, que vous n'êtes pas bien, quelque chose qui vous prend la tête, de dire bah voilà, je ne sais pas comment faire pour le moment, mais je m'en occupe pour que l'enfant ne prenne pas en charge votre difficulté. Après, même en le disant, des fois, ils vont prendre en charge par amour, parce que l'enfant veut aimer ses parents, aime spontanément ses parents et veut le soulager. Mais plus vous vous le direz, plus vous prendrez soin de vous, plus ça l'aidera. Donc évidemment, je parle de l'enfant comme ce que je vous disais, c'est une personne à part entière qui a ses propres bagages, qui a ses propres manières d'interpréter. Mais évidemment, on a aussi notre rôle, nous aussi, avec nos propres bagages, et où on doit, nous aussi, bah, faire un travail sur nous. Et quand on est en réaction, voir ce qui se passe et pouvoir le formuler à l'enfant. Bien sûr, voilà, je pars du principe que voilà, vous êtes déjà bienveillant et vous faites le mieux que vous puissiez. Et c'est vraiment ça qu'il faut voir aussi, c'est que bah, nous aussi, on fait ce qu'on peut avec nos réactions, avec nos bagages, avec tout ce qu'on a à vivre. Et voilà. Et l'enfant fait ce qu'il peut aussi. Une autre manière de le rassurer, c'est de le bercer. Alors, quel que soit l'âge en fait, c'est dans un moment de câlin, de prendre le temps de faire ce mouvement-là tout doucement. Ça peut être de gauche à droite comme on berce ou de devant derrière. En fait, ce mouvement va aider l'enfant à se détendre et c'est comme si ça, je pourrais dire, ça réaligne les corps énergétiques, c'est une manière de parler, mais c'est quand même si ça remet de la stabilité et l'enfant va pouvoir comme se détendre, se retrouver. Et le fait d'être avec vous, ben, il se sent en sécurité. Et ça, ces moments-là, ça peut être des moments, je dirais à tout moment de la journée. Pas que quand il est mal, quand vous êtes disponible. Si lui est disponible aussi, s'il a envie de faire ce moment de câlin avec vous. Et enfin, la troisième clé, donc celle de la tête. Eh ben, c'est celle où on va agir sur toute la part d'interprétation, de jugement. Donc ça, c'est des moments pareils, dans les moments dans la journée où vous vous sentez peut-être qu'il n'est pas bien, ou un moment où vous êtes disponible, de l'interroger sur bah, qu'est-ce qu'il pense, comment tu vis les choses, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, par exemple, comment ça s'est passé à l'école, qu'est-ce que tu as vécu. Et ça peut être vous de partager ce que vous avez vécu dans la journée, ce que vous avez trouvé de sympa et ce qui a été difficile, pour que lui puisse faire la même chose. C'est-à-dire que si vous vous racontez aussi ce qui a été difficile, bah, lui va pouvoir aussi raconter ce qui a été difficile pour lui. Donc ça peut être de l'interroger, mais ça va être aussi de reformuler. Quand l'enfant vous dit quelque chose, oui, bah voilà, Arthur, il m'a embêté. Ah oui, Arthur, il t'a embêté? Redites exactement la même chose pour qu'il puisse continuer de raconter. Il se sent écouté, donc du coup, il va pouvoir continuer à raconter. Ou vous pouvez aider à clarifier. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu en penses? Pour vraiment aller chercher en fait ce que l'enfant peut se raconter. Parce qu'il est tout le temps en train de se raconter des choses comme nous, en fait, d'interpréter la situation selon ses filtres. Et donc, plus on va l'aider à se raconter, à se dire, à le formuler, à essayer de comprendre bah, comment lui, il comprend les choses, comment il ferait. Ça va lui permettre et ça va vous permettre d'avoir un peu plus de clarté sur ce qui se passe dans sa tête. En tout cas, dans ce qu'il peut formuler. Parce que c'est vrai que quand c'est comme ça, moi, ce que je m'aperçois, c'est que l'enfant ne sait pas trop dire pourquoi il va pas bien. Il y a des fois, il va comprendre, mais il y a des fois, il va pas savoir. Et ce que me disent que les parents, après une séance, et ben des fois, 1 ou 2 jours après, ou juste après la séance, ben, l'enfant va pouvoir dire. C'est comme si la séance a mis de la clarté dans sa tête et il va pouvoir raconter ce qui n'allait pas. Je vous donne l'exemple d'une petite Lola de 10 ans qui fait des crises de colère pas possibles, et ce depuis l'âge de 2 ans. Donc c'était vraiment par moments, ça revenait avec des crises de colère importantes. Et donc après la séance, en fait, donc elle parlait déjà qu'il y avait la difficulté par rapport au divorce de ses parents, mais après la séance, ce qu'elle a pu formuler, c'est qu'en fait, la naissance de sa sœur, donc à l'âge quand elle avait 2 ans, au moment où sa sœur est née, elle s'est sentie rejetée par ses parents.
Et c'est de là qu'a commencé les crises de colère. Et moi, je ne l'ai pas forcément vu, je ne l'ai pas vu en séance, j'ai juste fait ce qu'il y avait à faire. Et la maman n'avait pas non plus fait le lien, et c'est l'enfant, dans la clarté qui s'est fait suite aux soins, qui a pu formuler ce qui en fait était là depuis des années, mais qu'elle n'avait pas encore la clarté pour le dire. Alors maintenant, comment on fait? Donc ça, c'est ce que je vous expliquais, ces 3 clés, c'est à faire plutôt dans la journée quand tout va bien, on va dire. Pas au moment de la crise de colère. C'est vraiment pour apaiser les crises de colère durablement. Dans ce que vous pouvez faire en tant que parent. C'est-à-dire agir au niveau donc physique du corps, du cœur et de la tête. Voilà, au niveau de l'âme, on va dire que c'est plus ma partie. Sauf si vous développez aussi ces dons, parce que pour moi, on a tous cette capacité de lire dans ce subtil. C'est juste des capacités à développer et après on les développe tous de façon différente, vu qu'on est tous différents aussi. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on fait en pleine crise. Parce que là aussi, bon, j'imagine que vous avez essayé plein de choses et que de toute manière, on fait du mieux qu'on peut. Mais là aussi, on peut agir sur 3 endroits différents. Et là, pour le coup, c'est d'abord le corps, après le cœur, après la tête. C'est-à-dire que quand l'enfant est en crise, là, il faut que ça passe par le physique. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas en capacité, souvent, d'être pris dans les bras ou de vous écouter. Si vraiment il est en crise, il faut que ça passe par le corps. Une des manières d'aider le corps à libérer cette colère, ça va être ce que j'appelle faire le cri du tigre. Alors Tal Scheller en parle, il l'explique, donc je vous enverrai le lien dans sa vidéo, il explique ça. Donc le cri du tigre, ça prend en compte tout le corps. Donc on se met debout et puis on va faire comme ça, de plus en plus fort, mais vraiment en faisant le tigre. Là je vous fais un petit tigrou très gentil, mais vraiment avec l'énergie du tigre pour libérer cette colère. Ça va passer donc par la voix, par les gestes. Et voilà, pour que l'enfant puisse se libérer, mais ça vous demande aussi de l'accompagner, donc de le faire avec lui. Parce qu'aussi, ce qui se passe, c'est quand l'enfant est en colère, si vous aussi vous faites comme lui, alors pas forcément de crier, mais de faire le cri du tigre, ça va un peu l'interpeller, mais ça peut aussi l'encourager. Ça va un peu, voilà, désamorcer la chose. Donc allez-y, faites-le avec lui. Vous aussi, ça va vous libérer, parce que si vous en avez marre des crises de colère, vous ne supportez plus, ça va vous faire du bien. Donc ça, c'est une des techniques. Une deuxième que vous connaissez peut-être, c'est de prendre un coussin et de taper dessus. L'important, surtout, quand l'enfant est en crise de colère, c'est toujours de lui signifier que oui, il a le droit d'être en colère, mais non, pas une colère contre quelqu'un, ni contre son frère, ni contre vous. Oui, tu peux exprimer ta colère et je t'accompagne à exprimer cette colère-là, ou je sécurise, mais c'est pas contre moi, ou c'est pas contre une personne autre. Donc il y a taper sur les coussins, faire le cri du tigre. Ça peut être aussi, selon s'il n'est pas trop énervé ou si ça lui plaît, de griffonner, de prendre un stylo et griffonner une feuille. Ou de taper des pieds très fort, taper des mains. Pareil, de passer par le corps. Ça a besoin à ce moment-là, quel que soit le moyen, de passer par le corps pour libérer cette charge émotionnelle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la blessure est touchée, par exemple, ou la peur. Ça vient réactiver quelque chose et là, il ne contrôle plus. Surtout chez les tout petits, il ne peut pas contrôler. Donc la colère, en général, même pour nous, ça sort, on n'arrive pas à contrôler à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça a besoin de passer par le corps pour libérer cette surcharge électrique. Après, une fois que la colère est déjà plus apaisée, c'est là qu'on peut passer par le cœur et faire des gros câlins et là bercer comme je vous l'ai expliqué. À ce moment-là, sans forcément mettre des mots, mais juste sécuriser pour apaiser le corps, libérer toutes les tensions qui se sont accumulées et là où l'enfant va pouvoir se détendre et le corps se ressourcer, se régénérer. Et enfin, après, si c'est le moment, si l'enfant a envie, là, on peut mettre des mots, lui demander « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Pourquoi tu étais en colère ?» Et chercher avec lui, formuler, clarifier, interroger
et puis lui dire, bah, si tu as besoin, si ça te revient, dis-moi. Et chercher ensemble, de quoi avais-tu besoin? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Voilà, chercher comment l'aider au mieux, sachant que chez les hypersensibles, bah voilà, c'est plus réactif. C'est des enfants qui sont plus dans la tête, qui sont plus perchés, on va dire, qui sont plus hors du corps. Et donc voilà, ça demande vraiment de passer par le corps. Vraiment, c'est ce que j'observe c'est chez ces enfants-là. Il y a cette capacité à sentir les émotions des autres, puisqu'ils ont, bah, voilà, ils sont ultra sensibles, ils perçoivent ce subtil. C'est pour ça que je vous disais que mon hypersensibilité, j'en ai fait un outil de guidance et c'est vraiment, ça peut vraiment être un outil, ça peut vraiment être un allié pour sentir les gens, pour sentir les atmosphères. Quand on arrive à le différencier, c'est-à-dire à sentir si c'est à l'autre ou si c'est à nous, quand on arrive à en faire un outil. Sinon, c'est plus vécu comme quelque chose de difficile. Même en faisant un outil, de toute manière, on reste hypersensible et on reste émotif, on reste, comment dire, c'est comme si tout est vécu de façon intense. Donc ça veut dire aussi, pour ces enfants-là, euh, ça veut dire aussi que il y a des choses qu'ils ne peuvent pas voir, il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des films, c'est pas la peine de leur montrer, parce que c'est trop, ça vient trop les heurter. Il y a des endroits, là où il y a de la foule, enfin voilà, il y a des endroits où c'est pas adapté pour eux. Il y a des musiques qui ne sont pas adaptées. C'est tout ça qu'on va apprendre avec l'enfant à connaître, à savoir qu'est-ce qu'il sécurise, qu'est-ce qui l'insécurise, comme pour nous. Et oui, pour la face du corps, Amandine, en effet, c'est bien que notre présence physique soit là, ça va l'aider. Maintenant, si vous lui montrez l'exercice, il peut le faire tout seul. À partir du moment où ça lui va de taper sur un coussin, où ça lui va de faire le cri du tigre, c'est tout à fait possible qu'il le fasse tout seul. Il n'a pas forcément besoin que vous soyez là. Ça, c'est vraiment, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Chez les tout petits, souvent, ils ont besoin qu'on leur montre l'exemple. Dans tous les cas, on est là aussi pour leur montrer l'exemple. Aussi bien dans nos difficultés, dans le fait que bah oui, on n'y arrive pas, dans le fait que nous aussi on se met en colère, mais voilà, on va essayer de ne pas exprimer la colère sur l'autre, et si on le fait, bah on va s'excuser, on va en parler, et voilà, et si on est triste, on va aussi le dire. On reste des modèles de comment on gère la crise de colère. Et des modèles imparfaits. Et ça, c'est important aussi. Parce que s'il voit qu'on est imparfait, bah, l'enfant va moins chercher la perfection, tout simplement. Alors, je voulais montrer, j'ai vu le schéma tout à l'heure, je voulais vous montrer autre chose aussi dans ce que je vous expliquais. C'est, est-ce que je peux... Voilà. Le processus de guérison, c'est le cercle vertueux. Quand l'enfant retrouve son équilibre intérieur, donc corps, cœur, âme, esprit, que ça c'est rééquilibré, que c'est plus tranquille, bah, du coup les émotions sont plus apaisées et la relation est plus harmonieuse. Quand la relation est plus harmonieuse, l'enfant prend plus confiance en lui, il retrouve cet équilibre intérieur. Et voilà, c'est vraiment un cercle vertueux dans lequel ben, l'enfant va après naviguer. Alors, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer et ce que je voulais vous expliquer. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, on va passer bientôt aux questions-réponses. Oui, ici, ce que je voulais vous expliquer maintenant, c'est dans ma manière de travailler. Voilà, donc comment je travaille avec ces enfants-là. Donc ce que je vous disais, je me connecte à la part subtile, inconsciente. Donc avant, donc je fais enfin voilà, il y a un premier échange, c'est-à-dire que les parents m'appellent et on discute ensemble, c'est quoi la difficulté, l'ensemble des difficultés de l'enfant. Et puis après, on va travailler sur plusieurs séances, puisque moi je fais pas de séance magique où j'enlève toutes les colères d'un coup en une séance. J'aimerais bien, mais hélas, ça se passe pas comme ça. Parce que comme ce que je vous expliquais, ben, il y a des couches qui se sont accumulées. Ben, déjà, l'enfant arrive avec ses bagages, mais au fil des mois, des années, il y a des couches de protection
il y a une blessure, puis une protection, une autre blessure, puis une protection, des couches de protection qui se font. Et les séances vont venir libérer petit à petit comme des couches d'oignons. Donc je ne peux jamais savoir à l'avance combien de séances il faut pour que l'enfant se sente mieux et aligné. Euh, Après la séance, donc je vous explique la séance et j'explique aux parents comment accompagner son enfant au mieux en fonction de ce qui s'est passé dans la séance. Et je propose un accompagnement soit avec des huiles essentielles, soit des fleurs de bac. Pareil, si je ressens que c'est juste, selon ce que je vais estimer que l'enfant a besoin pour accompagner le soin. Parce que quand on travaille dans le subtil, bah, il faut du temps pour que le corps l'intègre. Enfin, il faut du temps. Ça peut être très rapide, mais il y a aussi toute une phase d'intégration dans le corps pour que le changement se voit de façon concrète. Et à la fin, je vous fais une petite synthèse écrite de ce que j'ai vu dans la séance, de ce que vous pouvez faire pour l'aider, des fleurs de bac ou des huiles essentielles qu'il faut lui donner. Donc vous avez une petite synthèse écrite. Et donc je voulais vous montrer ce qui se passe en séance. Donc moi je me mets en méditation, je me relie à l'enfant par le biais d'une photo, juste je me relie à son âme, à cette part subtile. Et donc c'est là où je peux sentir ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son cœur, quelles sont les blessures. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des séances et de la séance, petit à petit, les blocages émotionnels se dissolvent pour sentir vraiment qu'à un moment donné, il est aligné et qu'il est bien avec lui-même. Et pour finir, j'avais une maman qui me disait, j'accompagnais son enfant pendant presque 9 mois, et elle me disait, la dernière fois, il a 10 ans, je crois. Et donc justement, c'est un enfant assez chahuteur qui commençait à se bagarrer au tout début où je l'ai accompagné. Et l'autre jour, il lui disait, bah tu vois maman, avant, bah, je savais pas trop qui j'étais, je copiais sur les autres, je faisais comme les autres parce que je croyais qu'il fallait faire comme ça. Mais là, j'ai compris maintenant que je peux être moi. Et c'est beaucoup plus tranquille. Voilà, et pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter à l'enfant, qu'il puisse se libérer de ses blessures, de ses croyances pour pouvoir être pleinement lui-même. Et quand l'enfant est pleinement lui-même, bah, il n'a plus besoin d'exprimer tout ça par de la colère. Il n'a plus besoin d'aller chercher l'opposition, de s'exprimer à travers des réactions en fait. Ça n'empêche pas, hein, on est tous traversés par des émotions, mais c'est plus un rôle qu'il endosse. Alors voilà, j'ai fini pour moi la conférence. Si maintenant vous avez des questions, bah, c'est le moment. N'hésitez pas. On a un petit temps ensemble pour que je puisse répondre concrètement à vos questions, enfin si je peux, hein, parce qu'après, pour chaque enfant, c'est différent. Et c'est vrai que je ne peux jamais savoir, moi, avec quel bagage l'enfant arrive. Ce que je repère, c'est que plus l'enfant est petit, plus ça se libère rapidement, parce qu'il y a moins de protection, il y a moins de couches, hein. Chez l'adulte, évidemment, c'est un peu plus long. Mais voilà, ça dépend aussi du bagage de l'enfant, de la mémoire qu'elle a. Je me souviens d'avoir fait une séance à un petit garçon de 4 ans et il avait vraiment une mémoire karmique, on pourrait dire, qui était très présente. Il a fallu plusieurs séances avant vraiment de la libérer. Mais du coup, ça expliquait vraiment aux parents pourquoi cet enfant était presque méchant alors qu'eux étaient vraiment adorables et super gentils. Et c'est juste une mémoire d'avant qui portait. Et quand cette mémoire s'est libérée, ben, il a commencé à être beaucoup plus sympa avec les enfants à l'école. Alors, Marie me demande, pouvez-vous aider une mère et son enfant? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que quand j'accompagne l'enfant, moi je pars toujours du principe que d'abord on travaille sur l'enfant, déjà pour déculpabiliser les parents, et puis ben voilà, pour voir ce qui appartient à l'enfant. Et puis après, ben souvent j'ai la maman qui me demande, et puis ben des fois c'est le lien. L'autre jour, c'est ce que j'ai travaillé avec une maman dont l'enfant a 30 ans et où elle sentait que bah, il n'avait pas envie de trouver du travail et c'est sur le lien qu'on a travaillé, dans le lien qui se jouait avec eux. Et en fait, elle venait de perdre son mari, donc lui son papa, depuis un an. Et en fait, il s'empêchait de partir travailler, donc de chercher un travail à l'étranger, quelque part pour jouer ce rôle du père qui était absent pour protéger sa mère. Et donc là, on a travaillé sur la relation.
Mais dans mes accompagnements, c'est pour ça que je fais pas ni à la séance, ni je peux pas dire il faut 3 ou 10 séances, j'en sais rien, parce que on commence une séance, on fait, donc c'est à peu près une séance toutes les 3 semaines, parce que j'estime que c'est à peu près le temps qu'il faut pour que l'enfant intègre et change, ou tous les 15 jours selon ce que j'ai senti. Et puis, c'est vous qui allez me dire comment l'enfant évolue, comment il change. Et en fonction de ça, en fait, on ajuste s'il faut 2, 3, 5, 6 séances. Et puis après, on fait une séance tous les 2 mois pour voir si ça a tenu. Et puis, bah, on voit s'il y a des choses où vous n'y arrivez pas, vous vous sentez débordé. Ou aussi, beaucoup ce que je vois chez les mamans, celles qui ont beaucoup d'enfants, mais même avec 2 enfants, ou un enfant, quand elles n'arrivent pas à prendre leur place, à prendre soin d'elles. Et ça, c'est hyper important pour l'enfant, parce que vous êtes aussi le modèle. Et si vous prenez vraiment votre place, vous prenez soin de vous, bah, l'enfant, il va aussi apprendre à prendre soin de lui. Alors, euh, Audrey, sans le savoir, nous avons mis ces solutions en route depuis quelques temps, mais à l'école, c'est très compliqué par rapport aux autres. Nous ne savons pas comment améliorer cette relation, même avec les adultes de l'école. Donc oui, par rapport à l'école, pour moi, dans ce que j'ai observé, quand ça se passe à l'école, c'est ce que je disais, c'est soit une insécurité qui se passe à l'école, soit un rôle que l'enfant endosse quand il est à l'école, ou soit ça vient travailler sur une croyance qu'il a, si l'enfant croit qu'il est moins bien que les autres, ou qu'il se sent incapable, ou qu'il est méchant. Quand un enfant va venir le voir, lui, il va imaginer avec son filtre que l'enfant vient l'agresser, alors que l'enfant vient juste jouer avec lui. Donc tant qu'il a ce filtre-là, il vient m'agresser parce que je suis trop faible ou je suis bête, et ben l'enfant va réagir. Et donc c'est sur ces croyances-là qu'il faut travailler. Donc là, en effet, des fois, c'est plus dans le subtil. À voir avec les adultes qui l'entourent. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai pu observer quand ça se passe à l'école. Donc je sais pas. Voilà, il pense qu'il est méchant. Bah, c'est souvent, j'observe souvent les mêmes choses, hein. C'est soit je suis nulle, soit je suis méchant, soit personne ne m'aime, papa et maman vont m'abandonner. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est impressionnant de voir comment dès tout petit, l'enfant va interpréter ça toujours de façon négative. Et même dans la séparation avec les parents, même en l'expliquant à l'enfant, il y a toujours un moment où l'enfant va croire que c'est de sa faute. Et en fait, ça part d'une petite croyance qui s'accumule au fur et à mesure parce que de cette croyance, un autre fait va être regardé à travers ce filtre et ça va comme nourrir cette croyance. C'est pour ça que petit à petit, ça devient un gros paquet. Et puis, bah, quand on est adulte, on a plein de gros paquets comme ça qu'on se trimballe. Alors, il me dit qu'il ne peut pas être aimé. Oui, c'est ça. Bah, c'est toute l'image qu'il a de lui-même. Alors, oui, par rapport aux séances, est-ce qu'il faut que l'enfant soit seul? Non. Alors, dans mes accompagnements, l'avantage, c'est que c'est sans contrainte pour le parent et pour l'enfant. C'est-à-dire, vu que je le fais à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. L'enfant n'a pas besoin de le savoir. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant qui est en opposition va dire non à tout. Donc, vous n'avez pas besoin de lui demander pour que je lui fasse la séance. À partir du moment où il est mineur, j'estime que si le parent pense que c'est nécessaire que l'enfant soit accompagné, bah, ça suffit. Parce que moi, comme je me connecte à l'âme de l'enfant, je sais que son âme, elle est d'accord et qu'elle va libérer ce dont il a besoin. C'est pas moi qui enlève ce qui a enlevé, j'en sais rien. Je me relie juste à l'enfant et je vois que la libération se fait. C'est comme si l'enfant, hop, il se débarrassait des habits qu'il veut plus. Et donc, pendant la séance, bah, l'enfant, il fait ce qu'il veut. Il joue, il chante, il danse, il dort, voilà, il mange. J'évite par contre que l'enfant soit en pleine concentration à l'école parce que certains enfants peuvent sentir ce qui se passe pendant la séance. Ça peut faire remonter des émotions, de la colère. Et donc, pour moi, c'est important qu'il soit dans un milieu sécurisé, c'est-à-dire à la maison. Donc, ça peut être avec les grands-parents, avec la nounou. Voilà. Mais l'enfant, lui, il vit sa vie en fait.
Alors non, ça peut pas forcément gêner qui est son frère ou pas. Voilà, peu importe. Parce que ouais, c'est vraiment à la part subtile à laquelle je vais me connecter. Donc même si l'enfant pique une crise de colère au moment où je fais le soin, je peux le sentir, mais c'est comme si ça vient travailler sur des strates. C'est comme si on a plusieurs, plusieurs strates. Et moi, j'ai regardé toutes celles-là. Enfin, voilà, on va dire que le soin va travailler sur tous ces aspects-là, pas que sur ce qui est visible. Donc, c'est pas grave s'il est différent avec son frère. Voilà, peu importe en fait. Pour moi, l'important, c'est que l'enfant soit tranquille, hein. C'est pour ça que je ne reçois pas les enfants concrètement en séance visuellement, parce que d'abord, ils ne savent pas m'expliquer ce qu'ils ont. En plus, ils n'ont pas envie. Ils ont envie d'être tranquilles à la maison. Et en plus, moi, j'ai pas besoin pour sentir ce qui se passe. Et voilà, pour le parent, c'est plus tranquille. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou voilà, il est 10 heures, on est dans les temps. Si, alors, ce que je voulais vous dire, plusieurs choses. J'aimerais bien, si vous avez apprécié cette conférence, ben, si vous pouviez prendre quelques minutes pour mettre un petit avis sur Google My Business, hein. Sur Google, vous tapez mon nom et vous mettez un petit avis. Je vous l'enverrai par mail. Et puis, si vous êtes d'accord aussi de remplir un petit questionnaire que j'enverrai par mail, bah, pour me dire, c'est pour moi voir ce qui vous a plu, les thèmes que vous voudriez aborder, voilà, pour que je puisse améliorer mes conférences. Et puis je vous enverrai en lien une méditation que j'ai fait pour justement aider l'enfant à revenir dans son corps. Et puis le lien vers la vidéo dont je vous parlais de Tash Scheller. Alors je vois juste une dernière question. Alors oui, au-delà de la colère, sur quoi vous intervenez? Bah, sur toutes les problématiques de l'enfant en fait. Voilà, je parle beaucoup de la colère parce que là c'est là-dessus et que c'est vraiment un thème qui vient souvent, mais ça peut être les troubles du sommeil, un enfant qui est hyper anxieux, qui fait des crises d'angoisse, un enfant qui est triste, qui est mal dans ses baskets, qui est pas bien. Voilà, toutes les problématiques en fait où l'enfant, vous repérez qu'il est pas bien, vous sentez que ça va pas. Qui peut être hyper timide, voilà, qui sont très agités, hyper actifs, voilà, très turbulents. Alors quand il y a des troubles de la concentration, dans ce que j'ai observé, c'est pas là où je suis la meilleure sur vraiment la concentration, sur l'agitation. Après, voilà, il y a vraiment, ben, on voit en fait comment l'enfant évolue. Mais j'aide vraiment l'enfant à pouvoir se retrouver lui-même et à pouvoir développer ses pleins potentiels, à avoir vraiment confiance en lui. Pour moi, c'est vraiment l'objectif des soins. Alors oui, sur les problèmes HPI, TDA, bah, sur le bien-être de l'enfant. Donc oui, on peut en discuter. Donc n'hésitez pas, allez sur mon site, hein, prenez rendez-vous pour qu'on puisse en discuter après par téléphone, hein, et vous m'exposez un peu vos problématiques et puis on peut voir, je peux vous dire bah, où est-ce que je peux vous aider, comment je peux vous aider. Et quand je vois qu'au bout d'un moment, bah, sur des problématiques spécifiques, le soin n'a pas d'action, de toute manière, je vous envoie vers des personnes qui peuvent vous aider, soit au niveau physique, qui vont plus intervenir au niveau du corps, ou d'autres intervenants. Parce que des fois, bah, il faut essayer plusieurs pistes. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'étais vraiment contente de faire cette conférence avec vous. Et puis, bah, à tout bientôt. Passez une belle soirée. Et ben, à bientôt. Au revoir, un grand merci.